Bonjour à vous tous, les sujets ne manquent pas, donc je suis ravi d'être avec Valérie Pécresse. Je voudrais simplement commencer par quelque chose d'un peu marginal, mais le ton de Mélenchon qui dit à Angela Merkel « ferme-la » sur Twitter, est-ce que vous trouvez que c'est normal ? Est-ce que c'est pas révélateur quand même de quelque chose d'un peu bizarre ? C'est révélateur d'une grande tension. C'est vrai que c'est jamais agréable de se faire rappeler à l'ordre et tancer par un pays étranger, fût-il notre principal partenaire. En même temps, il ne faut pas donner les verges pour se faire battre. Et malheureusement, on a donné les verges pour se faire battre. On a demandé à l'Allemagne tellement de nous aider à avoir des sursis successifs, etc., qu'à un moment donné, la coupe est pleine. Oui, donc il a réagi parce que Angela Merkel, dans un entretien donc à Die Welt, considérait que la France et l'Italie ne faisaient pas suffisamment de réformes. Est-ce que la loi Macron, qui arrive la semaine prochaine, fait partie des choses qui sont positives pour vous ? C'est une occasion complètement manquée, on le voit, tout est en train d'être détricoté. La suppression des seuils sociaux, qui est un impératif pour faire grandir nos entreprises, est enlevée. Sur l'ouverture des magasins le dimanche... ça va quand même passer à 12 semaines, même si... Non. Le gouvernement maintient son projet de 12 semaines, mais M. Cambadélis, c'est donc les socialistes, le groupe socialiste a déjà dit qu'il demanderait que ce soit ramené à 7. Donc on va passer de 5 dimanches à 7 dimanches. Une loi pour ça. Et quant aux professions réglementées... Qui sont dans la rue. Qui sont dans la rue, mais franchement... Qui vont être dans la rue. Oui, mais moi, je les ai rencontrés. J'ai rencontré les avocats, les notaires, les huissiers, les greffiers. C'était une occasion en or, cette loi, de déjudiciariser notre pays et de libérer la justice de toute une série de contentieux qui l'encombrent, qui l'embourbent et qui coûtent très cher aux Français. Je pense par exemple, en matière d'affaires familiales, il faut aller devant le juge pour faire constater la séparation d'un couple, pour pouvoir avoir accès à un logement social, par exemple. Ça embolise les tribunaux. Eh bien, on aurait pu travailler avec les notaires pour essayer de trouver, vous voyez, des solutions, des nouveaux métiers et leur demander en contrepartie un peu de libéralisation de leur profession. Mais c'est pas du tout ce qu'on a fait. On a travaillé dans la précipitation et maintenant on recule face à la rue. C'est le contraire de ce qu'il faut faire et ça n'apportera pas de croissance. Mais est-ce que vous n'avez pas le sentiment que si jamais vous revenez aux affaires, vous allez vous heurter au même problème, c'est le corporatisme classique des Français dans tous les domaines ? Non, Monsieur Durand, non, parce que nous avons déjà cette expérience de la réforme. Pourquoi ils accepteraient de vous ce qu'ils n'acceptent pas de Macron ? Mais parce qu'on va arriver préparés. Et moi, ils veulent rester notaires dans les conditions du notariat d'aujourd'hui. Non, c'est totalement inexact. Je les ai reçus et quand j'ai commencé à leur dire on pourrait vous transférer des nouvelles missions, qui sont aujourd'hui les missions des juges, on pourrait négocier avec vous un pacte gagnant-gagnant. Ils nous ont dit ce serait très intéressant de discuter. Donc, si vous voulez, je crois que le problème, c'est d'être prêt. En fait, ce qu'ils ne veulent pas, c'est discuter avec la gauche. C'est en gros ce que vous êtes en train de me raconter. Non, ce que je dis, c'est que le travail n'a pas été fait en profondeur, et comme le travail n'a pas été fait en profondeur, que la volonté réformatrice n'est pas là en profondeur, qu'on fait tout dans l'improvisation, et ben on recule face à la rue. De toutes les façons, vous avez écouté le Premier ministre comme moi. Qu'est-ce qu'il a dit, Manuel Valls ? Il a dit « Je préfère durer que réformer ». C'est ça ce qu'il était venu dire à la télévision devant les Français. Et il a finalement acté l'immobilisme jusqu'en 2017. Enfin, il a dit le contraire. Enfin, je dis pas ça pour vous contrarier, mais justement, son idée, c'était de considérer que la gauche pouvait non seulement rester au pouvoir, mais en même temps réformer le pays, alors que la droite ne l'a pas fait. C'est quand même leur grand argument depuis le début. Non, mais ça, c'est des belles paroles. Mais prenons le concret. Qu'est-ce qu'il a dit, Manuel Valls ? Il a dit « On ne touchera pas aux 35 heures, on ne touchera pas aux seuils sociaux, on ne touchera pas au contrat unique de travail. » Alors, oui, ne vous inquiétez pas, je vais réformer. Mais la réforme, il n'y a pas que les mots de la réforme, il y a les actes de la réforme, et les actes, ils ne sont plus là. Emmanuel Valls, il a dit, je veux rester jusqu'à la fin. C'est pas les mots d'un réformateur. Un vrai réformateur, il doit arriver en disant, mais ça, parce que vous savez très bien qu'il y a des soupçons politiques qui lui prêtent l'idée de partir un petit peu avant pour justement se désolidariser du bilan de François Hollande. C'est ça qu'il est venu dire. Oui, mais écoutez, ça aurait du panache de dire, moi, il y a quelques réformes auxquelles je crois. Je croyais à la réforme territoriale, à la suppression d'un échelon administratif. Je crois à la réforme du temps de travail. Je crois à la réforme des seuils sociaux. Je crois à ces réformes. C'était l'euphorie réformatrice il y a 2 ans. Elle s'est complètement évaporée. C'était son discours de petit général. Il l'a dit. J'y crois et je mets ma démission dans la balance. Et il ne met plus sa démission dans la balance. Valérie Pécresse, vous avez appartenu au gouvernement de Nicolas Sarkozy. Il y a beaucoup de domaines. D'ailleurs, on en a parlé pendant la campagne de la présidence de l'UMP. Notamment, ça a été l'axe Bruno Le Maire. Il a quand même obtenu 30%. C'est de revenir sur les renoncements économiques de ce qui a été une partie du gouvernement de Nicolas Sarkozy pendant 5 ans. Je prends l'exemple de la TVA au début, en 2007. Il n'y avait pas de pression, il n'y avait pas encore de crise. Tout ça a été passé à la trappe après une émission entre Laurent Fabius et Jean-Louis Borloo. Il y a beaucoup de choses. D'ailleurs, vous l'avez reconnu vous-même en matière d'impôts à un moment qu'on avait trop lâché. Donc, il y a quand même un problème entre le pouvoir politique et les Français. Vous avez lâché pourquoi ? Par peur de la rue, vous aussi.
Monsieur Durand, vraiment, franchement, il n'y a aucune comparaison entre le gouvernement de Nicolas Sarkozy et celui de Manuel Valls. Pourquoi? Parce que Nicolas Sarkozy a fait des réformes qu'on croyait jusqu'à présent impossibles. Oui, je vous rappelle qu'il a touché à l'âge légal de départ en retraite. Je vous rappelle qu'il a fait l'autonomie des universités. Je suis bien placé pour en parler. Absolument. Et qu'on a tenu pendant un an personne ne conteste, face à la rue. Non, mais moi, je vous parle des problèmes économiques. Mais les régimes spéciaux, l'université, c'est des problèmes économiques. Les retraites, c'est les équilibres du budget et les équilibres de notre modèle social. Nous avons fait beaucoup de réformes. Aujourd'hui, on les oublie et on dit c'est de la gnognotte parce qu'évidemment, rétrospectivement, on se dit qu'on aurait dû faire encore plus. Très bien. Mais c'est quand même quelque chose qui vient de l'intérieur de l'UMP. C'est même pas le débat de la gauche. Oui. À l'intérieur de l'UMP, il y a beaucoup de gens, le maire le premier, on aurait dû faire beaucoup plus. Écoutez, moi, je suis la seule à ce jour qui écrit un livre pour faire l'inventaire du bilan, enfin l'inventaire du quinquennat précédent et pour dire à la fois les bonnes choses que nous avions faites et celles sur lesquelles nous avions calé. C'est ce à quoi je faisais allusion tout à l'heure. Y compris la réforme des 35 heures. C'est vrai qu'on n'a pas tout fait, c'est vrai qu'on aurait pu faire plus, mais franchement, notre bilan, on n'en a pas à rougir par rapport à celui de Manuel Valls. Manuel Valls, aujourd'hui, c'est vraiment le règne de la parole. Et le fait qu'il ait dit hier « je veux durer », pour moi, est un signe extrêmement négatif qu'il envoie à toute la France, parce que s'il veut durer, il ne pourra pas réformer. Pas dans le contexte actuel et pas avec sa majorité actuelle. Est-ce que vous considérez que l'aspect assez, non pas violent, mais en tout cas offensif contre justement le retour de Nicolas Sarkozy, vous l'analysez comment? Quand il dit au fond, c'est le grand air de la revanche, quoi. C'est ça l'argument de Manuel Valls. Oh, vous savez, il n'y a rien de positif pour les Français, c'est une revanche à l'égard de sa propre défaite et une revanche à l'égard des Français. Ce que j'entends, c'est un Manuel Valls aux abois qui cherche à recristalliser l'anti-sarkozysme comme, j'allais dire, viatique pour une réélection de la gauche. Aujourd'hui, il n'a plus qu'à attaquer Nicolas Sarkozy. Il ferait mieux de parler de la France, il ferait mieux de parler des Français. La vérité, c'est que Nicolas Sarkozy, comme Alain Juppé, comme François Fillon, comme nous, les quadragénaires, nous sommes aujourd'hui mobilisés parce que nous voulons l'alternance. Nous sommes aujourd'hui le parti de l'alternance. Nous avons envie d'autre chose, d'une autre politique. Nous avons envie de sauver la France. Il a appuyé sur un bouton qui était le bouton, au fond, parce que c'était, je dis pas que c'était malin, mais il a appuyé sur le bouton. Au fond, Nicolas Sarkozy, c'est peut-être pas le meilleur rassembleur de son camp, quid des relations avec Juppé, Fillon et les autres, mais c'est le meilleur rassembleur de la gauche, finalement. Il suffit de le montrer pour que la gauche se remobilise. C'est un peu ça qu'il a dit. C'était ça l'image subliminale d'hier soir. Oui, mais je doute que la gauche se rassemble autour d'un gouvernement qui n'aura rien fait, qui n'aura tenu ni ses promesses réformistes pour les électeurs réformistes, ni ses promesses, j'allais dire, de justice sociale pour ceux qui sont le plus attachés à l'égalité. Moi, je sais que le Premier ministre va prononcer un discours sur les inégalités, mais elles n'ont jamais été aussi grandes que ce gouvernement. On a les rapports s'empilent sur les inégalités scolaires, sur les inégalités sociales, sur les inégalités de santé. Et c'est ça le bilan de la gauche, finalement. C'est d'avoir oublié que c'est la croissance qui crée la prospérité. Quand on veut redistribuer, il faut d'abord aider à créer de la richesse. Et c'est cette création de richesse qui nous fait défaut aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, eh bien, la loi croissance d'Emmanuel Macron, c'est une formidable occasion ratée. Question, le diesel Horizon 2020 à Paris, puisque ça vous concerne, à la région, est-ce que vous y croyez? Est-ce que ce n'est pas finalement une nécessité? D'abord... Parce qu'on lit partout dans les journaux ce matin, scepticisme de l'opposition. Non, attendez, première chose, 17 ans de bilan de la gauche au pouvoir à Paris, en région Île-de-France, et Paris est une ville qui n'a jamais été aussi polluée. Alors, il y a un petit problème. C'est normal, c'est parce que les écologistes, que ce soit à Paris ou que ce soit en Île-de-France, s'intéressent plus à la question de la Palestine qu'à la question du schéma éolien qui a été annulé il y a une semaine, ou de la question de la pollution. Donc, il faudrait qu'on ait une vraie stratégie. Je pourrais vous répondre, mais enfin bon. Une vraie stratégie environnementale. Mais est-ce que c'est une nécessité pour vous? Bien sûr, il faut dépolluer. Simplement, moi, ce que j'entends, c'est que si on fait ce plan, si Mme Hidalgo met en œuvre ce qu'elle veut faire, c'est-à-dire effectivement la piétonisation du centre de Paris, eh bien, il faut un plan hors sec pour les transports en commun, les transports collectifs. Il faut investir massivement dans ces transports. Et c'est évidemment le contraire de ce que l'on fait aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, c'est la gabegie des dépenses de fonctionnement et qu'on n'investit pas assez. Et le gouvernement qui refuse de réformer, qui refuse de dégager des marges de manœuvre financières, est en train de sacrifier l'investissement. Donc, si on fait un nouveau plan de transport à Paris, si on enlève les voitures polluantes de Paris, si on piétonise Paris, alors il faut un plan hors sec pour les transports en commun. Et ce plan sinon, il n'y aura pas de soutien de l'opposition. Mais je ne le vois pas. Non, mais je ne dis pas ça, mais sinon, il n'y aura pas de soutien de l'opposition.
On en discutera, on va discuter. Parce qu'on a vu que sur la tour Triangle, c'était extrêmement tendu entre l'opposition et la mairie de Paris. Maintenant, voilà un autre dossier qui est important pour les Français, qui est hyper visible, qui est celui justement de la pollution à Paris. Moi, j'attends de voir surtout ce qu'on va mettre à côté en termes de plan de transport. Parce que moi, je représente aussi tous ceux qui habitent de l'autre côté du périphérique. Et c'est bien de voir la maire de Paris prendre des décisions pour les Parisiens et de fermer Paris à tous ceux qui n'ont pas d'autres moyens de transport que la voiture pour traverser Paris. Mais moi, je dis, il nous faut des transports banlieue. Et tout le Grand Paris, tout le plan de transport aujourd'hui prend du retard. On nous a annoncé encore deux ans de retard sur le simple poursuite de Saint-Lazare-Saint-Ouen sur la ligne 14. Donc, excusez-moi de vous dire qu'il y a urgence à investir et à arrêter de dépenser en dépenses de fonctionnement. C'est la gabegie, il faut y mettre fin. Question, est-ce que vous avez l'impression qu'à l'intérieur de votre famille politique, au fond, une certaine forme de sérénité va se faire autour des primaires ? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez l'impression que la règle du jeu va être respectée par tout le monde, ou est-ce que les soupçons des uns contre les autres, en gros de tous ceux qui ne sont pas présidents de l'UMP contre le président de l'UMP, ont raison d'être? Non, nous allons donner des garanties à tous ceux qui veulent aller aux primaires pour qu'ils sachent que ça se passera bien. D'ailleurs, c'est Thierry Solaire, qui est un très proche de Bruno Le Maire, qui a été désigné pour l'organisation de ces primaires. Mais d'ici les primaires, mon souci, c'est très simple. C'est que, souvenez-vous toujours de cette belle phrase qui est prêtée à Valéry Giscard d'Estaing. La gauche ne sait pas gouverner, mais la droite ne sait pas s'unir. Alors moi, j'aimerais bien qu'on fasse mentir au moins la deuxième partie de la phrase. J'aimerais que la droite sache s'unir. Et aujourd'hui, ce devoir d'unité et de rassemblement, nous l'avons pour les cantonales, nous l'avons pour les régionales, nous les aurons pour cette période qui s'étend de 2015 à 2017. Nous avons l'obligation de nous unir. Et comme je suis sur Radio Classique, je dirais que j'aime la polyphonie, mais j'aime pas la cacophonie.